un podcast Binge Audio. On m'a attaché les mains, on m'a attaché les pieds. Puis le docteur est venu avec ses appareils. Les femmes sont entièrement livrées aux mains des professionnels. Au milieu de la nuit, le médecin-chef est arrivé, il sentait la cigarette et sans se présenter, il s'est jeté sur mon ventre pendant que l'interne faisait une épisiotomie sans même m'avoir demandé mon avis. Il y a cette idée quand même que, en tant que femme, on est censé avoir intériorisé la douleur. Osez parler gynéco, osez parler des accouchements, demandez aux femmes qui viennent d'accoucher comment s'est passé leur accouchement. Croyez-les, il y a énormément de violence et le pire après la violence, c'est de se retrouver seule parce que les autres ne comprennent pas. Je suis enceinte de mon premier, je découvre la grossesse au mois de mai 2012. À cette époque, j'avais 27 ans. J'étais heureuse d'être enceinte. Je m'y attendais pas. On avait essayé d'avoir des enfants, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Donc là, c'était vraiment la vraie surprise et la joie, la découverte, l'appréhension un petit peu aussi, puisque tu débutes, tu connais pas, donc voilà. Je vivais encore chez mes parents à l'époque, donc il a fallu tout organiser pour que lorsque mon fils naîtra, nous serions toute la famille au complet dans un nouveau logement. La grossesse se déroule donc parfaitement bien. J'ai pas de gros symptômes, j'ai les jambes lourdes en fin de grossesse, mais c'est tout. Je mange beaucoup. J'ai pas forcément fait attention, donc je me suis fait des plaisirs. J'ai pas eu d'envie fulgurante, sauf du nougat, je sais pas pourquoi. C'était pas évident à trouver en plus. On profite, j'avais un chien à cette époque, j'arrivais toujours à le promener vraiment nickel jusqu'à la fin quasiment. Mon fils bougeait énormément dans mon ventre, c'était très rigolo parce qu'il réagissait aussi énormément à la voix de son papa. Après les 9 mois dans mon ventre, nous sommes arrivés à la clinique dans la soirée du 21 février 2013. Je suis arrivée à la clinique avec des contractions. Mon mari était présent, mon col commence à se dilater et là l'équipe de sage-femme décide donc de me passer en salle d'accouchement. J'ai eu droit à la péridurale, fort heureusement d'ailleurs. La sage-femme commence à enclencher la gestuelle de l'accouchement, me dire de pousser, etc. Mais on voit tous que ça se déroule pas comme prévu, que ça n'avance pas vraiment. La sage-femme commence à dire: mais il a l'air gros ce bébé. Donc le gynécologue est appelé, il va y avoir les sages-femmes et les personnes présentes, je ne saurais pas vraiment décrire, il y avait des femmes, je ne sais pas combien on était, c'est assez flou à ce moment-là, qui appuyaient sur mon ventre. Et du coup là, ces personnes me sont sautées dessus, ont sauté sur mon ventre, elles ont fait du catch. Il y en avait donc, les coudes étaient sous les côtes, l'autre était un peu plus bas vers l'abdomen. Et le but, c'est d'essayer de faire descendre l'enfant. Donc elles ont sauté un bon moment. Je me souviens avoir crié: sortez-le de là, j'en peux plus. Je sens mon corps craquer, mais vraiment comme un fil qu'on prend et qui lâche et qui fait ping. C'est quelque chose, tu ressens ça comme une agression en fait. C'est des petits flashs que j'ai. Il paraît que c'est normal, quand ça a été traumatique, la mémoire efface des choses. Alors une épisiotomie, en fait, c'est un geste chirurgical effectué par le gynécologue avec un scalpel pour ouvrir le périnée. Donc il a fait ça dans la foulée pour aider au passage de mon petit garçon. C'était violent, c'est vraiment dur. Mon fils sort enfin. Le bébé est donc pris en charge par l'auxiliaire puère. Il est pesé, donc il faisait 4 kilos. Il est nettoyé, on me l'apporte pour que je le prenne dans mes bras, mais je n'ai plus de force, donc je le tiens pas bien. Je me fais donc disputer par l'auxiliaire puère qui me dit: mais enfin, vous voyez qu'il a froid votre fils, vous voulez le faire mourir. Enfin, c'était assez violent comme parole de cette personne, mais j'étais vraiment vidée, je me suis sentie lessivée vraiment. On me laisse mon petit garçon, on me remonte en salle d'accouchement. J'ai pas eu l'euphorie de la maman qui vient d'avoir son enfant, ça c'est sûr. J'ai pas eu le côté ouah, ça y est, j'ai mis mon enfant au monde. J'ai pas eu cette vague-là. Je me suis sentie déstabilisée,
je me suis sentie perdue. Et le moment le plus dur, ça a été quand je me suis retrouvée toute seule dans la chambre, où là, t'as le calme, t'as ton bébé, et tu te sens seule en fait. T'as mal, tu peux rien faire, parce que t'es alitée, et t'as ton petit bout de chou, alors tu passes ton temps à le regarder, tu l'admires forcément, c'est un acte d'amour, mais je me suis sentie perdue, confuse. Fallait reprendre les marques, une nouvelle vie allait commencer, mais il fallait aussi essayer de se reconstruire psychologiquement et physiquement. Je grossis énormément, je me reconnais pas, mais je pense que le stress, en fait, psychologique fait que tu gonfles. Je me reconnaissais plus, j'étais énorme, j'avais des seins énormes, j'avais un ventre énorme. Cet accouchement, il aussi merveilleux soit-il parce que j'ai eu mon fils, moi derrière en tant que maman, en tant que femme et en tant qu'être humain, il m'a détruite. Après l'accouchement, moi ayant vécu un accouchement que j'avais trouvé moi-même traumatisant pour mon corps, et pour mon moi intérieur, je me suis dit, il va falloir penser à faire la rééducation du périnée. Comme c'était une grande clinique, il y a tout sur place. Donc les sages-femmes qui faisaient la prépa à l'accouchement sont les mêmes qui te font en fait la rééducation du périnée. Donc j'arrive là-bas, la sage-femme qui m'avait fait les prépas à l'accouchement, n'étant pas disponible à ce moment-là, me rebascule sur une de ses collègues. C'est cette collègue qui va être merveilleuse, qui m'aura énormément aidée, moralement. Elle est humaine, elle est bienveillante et elle prend le temps d'écouter. Quand t'accouches, t'en parles un peu avec l'équipe médicale, t'en parles à ta famille, t'as de la pudeur, tu vas pas parler de tout, et même vis-à-vis de ton mari, tu essayes de mesurer, de garder des mots, et avec elle, tu peux ouvrir facilement les vannes. Elle est habituée, elle connaît aussi très bien le corps humain de la femme qui a accouché. Donc j'étais plus à l'aise, vraiment. Cette sage-femme, d'entrée de jeu, elle a vu, elle m'a dit effectivement que j'avais vécu un accouchement compliqué, traumatisant. Donc ça m'a rassurée d'entendre des mots d'une personne du milieu médical avec le même ressenti que moi. Ça m'a aidée à me livrer, à lui faire confiance tout simplement. Je commence à lui raconter que lorsque je sors mon chien, avec mon fils, en poussette, j'ai quelque chose qui me dérange, je sens une gêne, je sens des frottements, au point où quand on marche, on serre les jambes, parce qu'on ne va pas se toucher dans la rue, donc on serre les jambes pour éviter que ça frotte plus. Je commence à lui dire que j'ai des flatulences, je commence à lui parler de tout ça. Alors elle me dit, on n'est qu'au début de la rééducation, on va voir si ça s'améliore. Nous arrivons à une 20aine ou une 30aine de séances de rééducation et là, elle ne voit aucune amélioration. C'est donc elle-même qui va me réorienter vers un urologue. En décembre 2013, où je passe la porte de l'urologue, qui m'a été recommandée par ma sage-femme, je prends une claque, mais une claque mentale atroce, puisque j'arrive dans la salle d'attente, bonjour, avec le sourire, et là, je suis confrontée à des papis de 75 ans, de 80 ans, qui me regardent, qui se disent « mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette jeune femme ?» J'attends, je ne me sens pas à ma place, il faut être honnête. L'urologue me dit que je suis aussi une de ses patientes les plus jeunes. Donc là, tu réalises, tu te dis « waouh, je suis vraiment très jeune, à 28 ans, ça y est, je commence à avoir des problèmes d'incontinence. » J'avais donc la vessie et le rectum qui descendait. Au quotidien, c'est assez simple, c'est des flatulences. Des fuites urinaires. Il faut savoir que je travaillais dans le médical, j'étais en pharmacie. Lorsque je portais des caisses de médicaments, j'émettais des flatulences. Lorsque je me baissais pour ranger des médicaments ou ouvrir les tiroirs des médicaments, je me relevais et là j'avais des gouttes dans la culotte. Je me suis dit mais mince, qu'est-ce qui se passe ? Je me dégoûte, c'est un mot fort, mais c'est vrai. Quand on n'est plus en osmose avec son corps, quand on se sent sale, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ressentir du désir pour son conjoint ? C'est compliqué.
Il y a la honte, il y a le côté sale. Comment ton corps que tu arrivais à maîtriser avant peut te lâcher autant ? Waouh, ça fait mal. Ma deuxième grossesse se fait attendre. Je tombe donc enceinte. J'accouche en novembre 2014 d'une charmante petite fille. C'était un parfait accouchement, vraiment. Du coup, je reprends le boulot et là, la catastrophe. On va porter énormément de choses lourdes. Physiquement, je suis éreintée. Je passe mon temps à aller au WC. J'arrive à un stade où je peux pas porter. Je me trouve donc mes deux collègues magasiniers, à les soudoyer en leur achetant des gâteaux, en leur achetant du thé, en leur demandant s'ils peuvent pas me porter ces choses-là qui sont trop lourdes pour moi. Je finis dans le bureau du pharmacien à devoir lui expliquer que j'ai des problèmes de santé, que je suis obligée d'aller au WC parce que je vais changer mes serviettes hygiéniques, parce que je me fais pipi dessus. J'ai donc arrêté définitivement de travailler en 2017. C'est dur. Moi, il faut savoir que mon métier, c'est hyper important. Je voulais être en pharmacie depuis mon stage de 3e. À 13 ans, j'ai dit c'est ça que je veux faire. J'ai fait les études j'ai fait le bac pour. C'était mon boulot, c'était ma vocation, c'était ma voie. Ça a été moralement hyper dur. Là, tu te dis, waouh, t'es plus apte à faire le métier que tu voulais faire. Mes enfants, après mon deuxième accouchement, ils ont grandi et ils ont vu aussi des choses qu'ils auraient probablement jamais dû voir. Une maman qui va leur faire un bisou le soir, qui se baisse à hauteur des lits, puisque les lits sont bas pour les petits, et en se baissant, qui fait pipi. Ça, c'est des choses, ça devrait pas arriver, ça m'est arrivé. C'était compliqué. Après, comme mes enfants étaient petits, j'avais pas trop le temps de penser à mes problèmes de santé. Je savais que ça allait pas, mais il fallait que je fasse tourner la maison. Donc je m'occupais des petits. T'as pas le temps de penser à tes propres problèmes. T'enchaînes. Et puis quand j'allais vraiment pas, en général, je prenais mon chien, je partais prendre l'air 10 minutes. Rien que de sortir 10 minutes, de prendre l'air, de penser à autre chose, ça me faisait du bien. Je remontais, je rentrais et j'étais beaucoup plus détendue, beaucoup plus zen. Je me suis sentie victime, en fait, de mon accouchement et de tout ce qui en découle, en fait. Du coup, je me suis dit que je méritais d'être indemnisée, d'être reconnue victime, surtout. Alors, la CCI, c'est la Commission de conciliation et d'indemnisation. Je la saisis en janvier 2019. C'est un dossier à composé avec tes éléments médicaux que tu transmets à une personne référente qui, elle, va juger si ton dossier est recevable ou pas. Finalement, je ne suis pas reconnue comme victime et c'est encore pire. Je me sens prise vraiment pour une pomme. Ça me dégrade encore plus. Donc là, déjà, je commence à me dire « Waouh, c'est effarant, qu'est-ce que je vais faire ?» Je crois que c'est un des trucs les plus durs à accepter. C'est frustrant. C'est humiliant. Humiliant, c'est vraiment le bon mot. Puis ça fait de la peine. Vraiment, ça fait de la peine. Je voulais rencontrer un psychologue, même plus un psychiatre dans cette période-là, parce que mon corps, j'avais commencé à comprendre qu'il irait jamais mieux, que mon boulot, il fallait l'entériner au plus profond, et il fallait que je trouve quelque chose à quoi me raccrocher. J'attendais quelque chose qui me permette d'évacuer la colère. La forte colère que j'avais en moi. Mais j'étais vraiment explosive, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un tempérament de feu, mais ça partait vite et pour rien. J'étais trop virulente, j'étais trop énervée, j'arrivais pas à passer au-dessus. C'est normal, hein, trop d'agressions dans la vie, trop d'échecs, et tu t'y arrives plus, tu peux plus éponger tout ça. Je voulais justement trouver quelqu'un qui puisse me dire pourquoi je suis autant en colère, pourquoi j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé plein de choses, c'est important pour me détendre par rapport à tout ce que j'ai vécu.
la sophro, les massages. J'ai fait tout ça, ça n'a pas marché. Donc je me suis dit, il faut peut-être que j'aille en psychanalyse, vers un psychiatre. C'est dur de se dire, parce que la psychiatrie, c'est quelque chose qui m'effraie énormément. Mais vraiment, parce que j'ai peur qu'on nous mette dans une case, elle est folle alliée. Dans mon cas, j'ai jamais passé la porte d'un psychologue. Pourquoi ? Parce que financièrement, j'aurais jamais pu le payer. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. En mai 2021, je découvre le collectif Stop aux violences gynécologiques, donc Stop Vogue, via Facebook, sur une publication dans mon fil d'actualité. C'est un article qui a été republié en fait et qui parle de qu'est-ce qu'une expression abdominale. Ça m'interpelle, je le lis. Et là, je découvre que c'est ce que j'ai vécu en fait en 2013, c'est-à-dire que c'est un nom tout bizarre, expression abdominale. C'est le fait d'apposer tes mains, tes coudes sur le ventre de la femme enceinte pour aider à faire sortir le bébé. Donc je découvre ces mots, je découvre qu'il peut en découler du coup des problèmes derrière de descente d'organes, etc. Et je découvre aussi que en théorie, on ne doit plus le pratiquer depuis de nombreuses années. Donc, en lisant cet article, je me sens tout de suite comprise par ce collectif, que je vais donc suivre activement, que je vais contacter aussi. Je vais donc leur raconter mon histoire. Donc via ce collectif, j'échange avec des femmes qui du coup comprennent notre vécu, notre ressenti, qui ont d'autres histoires similaires, voilà. Du coup, ça apporte un espèce de soutien, de bien-être, de pouvoir échanger. C'est un peu ma thérapie. Et puis c'est des personnes qui sont pas de ta famille, donc c'est beaucoup plus libre aussi. Tu peux parler beaucoup plus librement de plein de choses. Maintenant, en 2022, je me sens mieux qu'avant. Le mental, je le construis chaque jour. Chaque jour, je vis ma journée à fond. Et demain, c'est une autre surprise. Je refuse de me projeter parce que si tu te projettes, tu mets des intentions. Et si tu mets des intentions et que tu te prends une claque, ça te mine moralement. J'essaye de faire quelque chose chaque jour, de rentabiliser mes journées. J'ai découvert le bénévolat. J'en faisais déjà énormément, mais maintenant, je fais un vrai bénévolat. Je suis dans une association pour enfants malades. On a fait des maraudes avec mes enfants. On fait des collectes. On aide quelqu'un qui est en galère. Un jeune qui est en galère, on l'aide. On va lui trouver de la nourriture, on lui trouve du matériel, on l'aide dans ses papiers. On essaye d'investir le temps. On essaye de se donner une raison, en fait, le matin, de continuer à pas perdre le côté professionnel, à se dire t'as pas fait des études pour rien. Ça me fait du bien, ça me motive. C'est un challenge aussi, parce que tu sors de la maladie. Ça m'aide à me dire, tu rentabilises tes journées. Déjà, tu essayes d'inculquer des valeurs à tes enfants. Donc mes enfants, ils connaissent le partage, ils connaissent l'entraide, c'est hyper important. Du coup, il faut faire un cheminement chaque jour. Aujourd'hui, je saisis la justice pour que je sois reconnue victime. Le but est déjà de plus jamais faire d'expression abdominale. Ça, c'est un truc, par contre, je pense que ça il faut vraiment l'enlever. Je pense que peut-être c'était ça ma destinée, que ça soit le combat de ma vie. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Sarah Amni. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi.